jusqu'à la fin de la draft, enfin jusqu'à la draft plutôt, il y aura la loterie mi-mai. On va vous présenter plein de joueurs. Donc on voulait évidemment commencer par Cam Reddish. On fera le top 5 de la prochaine draft, donc du Zion Williamson, du RJ Barrett, du Ja Morant et ainsi de suite. On fera aussi une séquence sur les Français, parce qu'il y a pas mal de Français qui sont inscrits, ils sont déjà au nombre de 4, dont Jalen Howard, que vous retrouvez dimanche dans le Deep in the Forest, un insight sur la franchise, j'allais dire, la fac de Wake Forest avec Olivier Sarr et Jalen Howard. Donc on se retrouvera à peu près tous les lundis pour parler donc de NCA et des futurs draftés. J'ai vu Sekou Doumbouya, évidemment, on essaie même de préparer un petit truc avec lui dans les semaines qui vont suivre. Voilà. Aujourd'hui, on parle de Cam Reddish, le joueur de Duke. Je vais te le présenter, on va en discuter. Les comparaisons avec des anciens joueurs NBA, à qui nous fait penser, ses points forts, ses points faibles, ses limites, et ainsi de suite. On va essayer d'être le plus complet possible. On a même demandé à Minette Campus, qui est le compte Twitter et le site NCA Référence en France, leur petit avis sur le joueur. Ça te va, Erwan? Très bien. Alors, Cam Reddish est un joueur, un poste 3 né en Pennsylvanie. Putain, j'arrive pas à le dire, trop bizarre. Poste 3, 2m03, tout à fait. Donc à côté de Philadelphie, n'est-ce pas? Une envergure de 2m16, 99 kg, un beau bébé, poste 3, plutôt costaud. Le mec vient d'un lycée qui est à Westchester, il a joué avec Mo Bamba. Pas mal, hein. T'imagines, t'es en première et en terminale, il y a Mo Bamba dans la raquette et t'as sur le poste 3 notre ami Cam Reddish. Cette année, donc, il a choisi Duke, il a joué avec Zion Williamson et RJ Barrett. C'était le plus gros recrutement de l'histoire des freshmen. Il y a beaucoup d'attentes sur lui parce que c'est un joueur élégant au possible, magnifique. Il est très grand, il est costaud, il a un bon T-jeu à 3 points. Bon T-jeu, pas dans le pourcentage, parce que cette année, on a vu qu'il avait quand même pas mal raté sa cible. 13 points par match cette saison, 35% au tir, 33% à 3 points. Il a un bon handle, il est capable de voir les gars. Boum, tu vois, si t'es tout seul, il va te trouver. Il est capable de créer son tir aussi, du petit top and go, des petits tirs à mi-distance. Et c'est un joueur super clutch. On se souvient de son... je sais plus contre qui c'était d'ailleurs, peut-être que vous l'avez vu dans les commentaires. En Bordeaux. C'est pas Virginia, non? Non, Auburn peut-être, hein. Non. Je sais pas. J'ai oublié, mais en tout cas, sur un système de Coach K, il nous a sorti ce tir clutch incroyable. Et notre ami avait fait péter le score sur Internet. Tout le monde en avait parlé. Ce sera important lorsqu'on va parler de son futur et des comparaisons avec les joueurs NBA, puisque les joueurs clutch en NCAA, en général, on les retrouve très loin. Est-ce que tu as vu un peu... Florida. C'est contre Florida, ouais, un gros programme. Florida State. Florida State, un peu moins gros programme que Florida, du coup. Est-ce que tu as vu quelques highlights de notre ami Cam Reddish? J'ai vu même des matchs. Des matchs, on a vu tous les matchs ensemble. Des matchs la marche Madness. Cam Reddish, tu l'as dit, c'est un mec élégant qu'on peut comparer un petit peu à Paul George ou Jason Tatum. Dans ses postes 3, un petit peu comme tu dis, avec du handle, créateur. Maintenant, il a eu le malheur, quelque part, d'être derrière Zion Williamson toute la saison et derrière RJ Barrett. Donc, je pense que ça... Je ne suis pas sûr que ça lui ait fait forcément que du bien. Tu as dit qu'il était sorti du top 5. Ça peut être une explication. Et March Madness, et surtout une petite March Madness, on l'a vu dans des matchs tendus. Et Dieu sait que Duke a eu des matchs tendus. On l'a vu disparaître petit à petit. C'est un mec qui a tous ces mecs élégants qui forcément on trouve toujours plein de qualités. Et tu sais, c'est comme les jolies filles avec qui on est forcément séduit, sans voir un petit peu, sans creuser un petit peu ce qu'il y a derrière. Il faudra quand même qu'il évolue beaucoup dans son jeu, notamment sans ballon et dans son leadership. Notre ami, je ne suis pas sûr qu'il soit Reddish vraiment encore pour la NBA. Ouais, bravo, belle blague. Donc parmi ça, apparemment tout le monde s'en régale. Hein. Ouais, donc c'est un grand gabarit, il est bon rebondeur. Vraiment, on va insister sur le fait que dans ses forces, c'est un fort attaquant, il est capable de tout. Alors on peut regretter qu'il n'aille pas trop au cercle. Tu vois, c'est pas un gars qui veut finir au cercle. Tout ça, RJ Barrett par exemple est meilleur que lui sur la pénétration, sur les tirs drop et tout. Mais lui, il est bien meilleur shooter. Avec Duke, quand ils étaient en galère, c'est lui qui a eu des coups de chaud à 3 points pour ramener l'équipe ou pour faire gagner l'équipe. Parmi les grosses faiblesses de son jeu, on pourrait parler défensivement, son état d'esprit, c'est vrai qu'il y a des moments où il disparaît des matchs. Alors évidemment, quand il y a RJ Barrett et Zion Williamson dans ton équipe et qu'ils jouent tous les deux, tous les systèmes sont pour eux, c'est difficile d'exister, mais ça te fait toujours peur, ça me fait penser un peu à Andrew Wiggins, ça me fait toujours peur les mecs un peu effacés, tu vois, dans les bonnes équipes de la fac. Alors, à sa décharge, les systèmes de Duke étaient d'une simplicité cette année pour Zion Williamson et RJ Barrett, que donc ça peut être à son actif. Maintenant, quand on creuse un peu, quand on lit 2-3 articles sur Cam Reddish, c'est quand même un mec qui, avec la balle, peut faire plein de choses. Absolument. Que ça soit, quand il défend sur un mec en tête-à-tête, il peut faire aussi plein de choses. Parce qu'il est grand et large. Par contre, dès que son mec n'a pas la balle ou dès que lui n'a pas la balle, il se relâche. C'est un peu fantomas. Et ça me fait penser à certaines attitudes d'un certain Carmelo Anthony, par exemple. Absolument. Avec la balle, très bien, mais dans le jeu sans ballon, on a beaucoup de mal. Et dans ce basket moderne de mouvement, exemple des Warriors par exemple, il va falloir peut-être qu'il progresse. Donc je te dis, je pense que c'est un mec qui va y arriver, qui sera drafté
haut. Il est 7ème sur ESPN. Qui va être drafté haut, c'est 7ème pour moi, ça reste haut. Bah, clairement. Mais qui va devoir apprendre le métier, qui va vraiment devoir apprendre le métier, notamment de basketteur professionnel. Il a trop des up, des up and down, il est régulier, il est très irrégulier. Des fois, il est capable de complètement disparaître d'un match, et ça, c'est pas normal. Bah, le truc, c'est que, et c'est toujours intéressant de mettre ça en perspective avec d'autres mecs, je suis persuadé que ce gars-là, s'il n'était pas allé à Duke, ou dans une autre génération de Duke avec 2 mecs qui sont plus forts que lui, eh bien, il aurait explosé. Il aurait justement appris, tu vois, de ne pas sortir d'un match. Et de pas se planquer, ouais. Et de pas se planquer. T'es nul, ça peut arriver. Hein. James Harden a fait 3 sur 20 cette semaine. Ça n'empêche qu'il a eu beaucoup d'impact sur le match par de la passe, par de la pénétration, par des lancers francs et ainsi de suite. Cam Reddish va devoir apprendre justement à être toujours dans l'impact. Je pense que l'année prochaine, il peut faire partie des tout meilleurs rookies en fonction de là où il va arriver, avec des tickets shoot, avec l'envie d'en découdre, parce que mentalement, il va falloir aussi qu'il se mette au niveau. Quand on parle de je ne suis pas trop, je disparais des matchs, eh bien c'est aussi mentalement. Tu vois, les mecs qui ont tout le temps la niaque, qui veulent exister sur du rebond offensif, tu vois, qu'on voit défensivement, des petites interceptions et tout, c'est parce que mentalement, ils sont au niveau. Donc voici, on a fait un petit récap de ses points forts et ses faiblesses. Regardez-moi ça, mon petit Polo, n'hésite pas. Et ensuite, on va aller sur les comparaisons et ses limites. Donc ses points forts, sa polyvalence offensive, évidemment. Notre ami, donc, on l'a dit, est un très fort attaquant, shooter et ainsi de suite. Il est très grand, 2m03, un bon poste 3, est plutôt costaud, et il va s'étoffer avec le temps. Il est clutch, et ça, c'est des trucs qu'on aime voir à ce niveau-là. L'irrégularité chronique, hein, clairement, de cette saison, et défensivement, on l'a dit, il y a des moments où il a tendance à baisser la tête et à s'oublier un peu. Quand tu regardes les focus, que d'ailleurs les vidéos, les Américains là-dessus sont trop forts, à l'opposé du ballon, il se fait des siestes, mon ami. Clairement. Il fait des siestas. Point faible, trop fort. J'adore. On continue sur les petites comparaisons qu'on a trouvées. Alors moi j'ai mis Joey Johnson, j'aime beaucoup ce truc-là, c'est-à-dire un mec de 2 mètres et quelques, très tanké, bon shooter, pas forcément le meilleur joueur en défense. Bah oui, mais si tu penses à Joe Johnson à 28 ans, oui, effectivement, il est moins playmaker. Mais il a ça en lui, il a du bon handle, il va trouver les gars, donc il a vraiment ce truc-là. Le mec est un peu plus abouti. On avait aussi Rudy Gay dans l'idée de l'élégance, des postes 3, qui va pouvoir déposer. Paul George, poste 4 aussi. Si, Paul George aussi. Après, c'est. Oui, si, Paul George aussi. Non, mais c'est un poste 3 qui peut mettre des tirs et qui peut faire du playmaking. Il y a une énorme différence avec Paul George, c'est que l'autre il défend. Ouais. Voilà, et c'est pour ça que j'ai du mal à le mettre. Jason Tatum aussi, des joueurs de mi-distance. On a demandé l'avis de nos amis de Milan Campus. Je vais vous donner un peu leur ressenti par rapport à ça. Alors merci les gars pour ce pavé incroyable. Alors dans ses points forts, avec marge de progression, ils disent la défense, vrai outil pour être l'un des meilleurs. Il a des longs bras, latéralement il est bon, et polyvalence des postes, c'est vrai qu'il peut jouer de 2 à 4 sur les postes 2 à 4 défensivement. Le tir, même si les pourcentages sur sa saison sont catastrophiques, on les a vus, 30% c'est cata, il a tout pour être important à NBA, il ne perd pas confiance. C'est intéressant. C'est Grotti contre FSU et Virginia en février notamment. Ce qui devrait être un atout offensif et non plus la 5e roue du carrosse comme à Duke. C'est important, on l'a souligné. Enfin, la création de tir, des flashs qui laissent penser qu'à terme, avec du travail, il a le potentiel pour le faire en étant régulier. C'est exactement ce qu'on a vu, je suis plutôt d'accord. Dans les points faibles, la défense, il a tendance à ne pas être totalement concentré durant tout le match. L'attaque du panier, on l'a un peu dit, mais c'est vrai, il ne drive pas souvent et quand il le fait, il a tendance à ne pas absorber le contact, donc perd en efficacité. Ça, c'est un truc dont on parle très peu, mais c'est difficile de travailler ce genre d'aspect du jeu. Il y a des mecs, Tony Parker par exemple, toute sa vie, il va aller au contact. Allen Iverson, ce genre de choses. Ils vont aller au contact, ils vont tomber par terre, ils vont se relever, ils vont progresser des trucs. Hein. C'est pas forcément les plus costauds, c'est vraiment un truc de tête. On parle souvent des échappés, il y a des postes 4 qui n'aiment pas le contact et on en a croisé beaucoup. Beaucoup trop. Et ça, il ne l'a pas trop en lui d'aller chercher des drives. Enfin, son premier pas, il est lent, gros préjudice. Souvent, il a du mal à dépasser son défenseur pour aller au cercle. Il a tendance à revenir sur ses pas et repasser par son meneur ou le joueur dans son périmètre. C'est des choses que tu peux travailler physiquement à la salle, mais c'est aussi un état d'esprit. Aussi, ouais. Vouloir prendre le meilleur sur ton vis-à-vis, c'est clairement un état d'esprit. Je te dis, il faut qu'il fasse attention de ces mecs très talentueux, à qui on a déjà dit depuis très tôt qu'ils sont beaux, qu'ils sont forts, qu'ils sont ça. Il va falloir quand même que, malgré son talent, il bosse vraiment sérieusement. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Les méga stars NBA, c'est des mecs qui ont du talent, mais c'est aussi des énormes bosseurs. Absolument. Sinon j'ai peur que... Après, tu peux très vite t'embourber dans une carrière de merde, à être tradé chaque année et de passer de franchise en franchise, quoi. Absolument. Pour venir en Europe. Quelle limite tu vois? Tu penses qu'il sera le star? Oh, bon, toi, je sais que t'aimes bien ça. Ah, moi j'adore ça.
Bah, on peut se tromper, c'est pas grave. En tout cas, le concept, ouais, je vais te dire oui, parce que j'ai pas envie de leur porter la poisse, donc je vais te dire oui. Bah, moi, la crainte que j'ai un peu, c'est que ça. Il préfère que tu me dises où tu le vois, plutôt. Bah, je peux pas te dire, il n'y a pas encore de. Enfin, là, Non, mais aujourd'hui. à quelle équipe quelle équipe, potentiellement, dans le top, qui va récupérer Le gros problème, c'est que moi, tant qu'il n'y a pas la loterie pour savoir qui est où, je peux Bah, pas par te dire exemple, quoi. tu vois, Chicago, ça peut être intéressant. Il y a Autoporteur qui est là, il pourrait bien apprendre avec un mec comme Autoporteur. Ou alors, bah ouais, mais donc ça veut dire que quand tu penses qu'Autoporteur est dans le 5, tu lui permets pas justement d'être un élément central d'une équipe. Mais aujourd'hui, il peut pas être un élément central d'une équipe. Donc tu vois des limites. À Cleveland, non, mais aujourd'hui, pour C'est moi. Cedi Osman qui est meilleur. Oui, mais qui est un playmaker, qui peut jouer meneur, qui peut faire plein de choses, c'est du Haussmann. Ouais, c'est un poste 3 Oui, aujourd'hui de d'accord. NBA qui peut faire plein de trucs. Moi, je pense qu'il faut qu'il apprenne le métier avec un mec un peu à la dure. Et notamment, par exemple, je trouve que l'apprentissage avec Autoporteur peut être cool. Un poste 3 qui fait tout, qui défend aussi. Et qui a un gros contrat que ça va pour longtemps, c'est ça aussi. Ils joueront jamais ensemble, a priori. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pour ouais. ça que c'est tout à fait le genre d'équipe, je pense pas qu'il. Après, bon, je te dis, il y a Faut qu'il joue, le gars, faut qu'il ait des responsabilités pour voir quel est son potentiel. Alors on lui souhaite un truc à Jimmy Butler, tu joues pas au début, t'exploses après. Hein. Autoporteur, parce que 20 ans qu'Autoporteur, la première saison, il ne joue pas à Washington. Ouais, mais je sais, mais il est rapidement intronisé dans le 5 majeur. Et il faut confiance. Ou chez les Pelicans. Chez les Pelicans, pourquoi pas? Chez les Pelicans. Intéressant, Pelicans. Ils ont, comment il s'appelle? Ah là là, je n'oublierai jamais. Etwan Moore. Non, oui, entre autres, mais je vais te le trouver. Ah, merci, bravo Erwan. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous voyez, quelle est la meilleure comparaison pour notre ami Cam Reddish. En tout cas, c'est un joueur très élégant qu'on a apprécié voir toute l'année. C'est un one and done. Solomon Hill, ils ont. Salomon Hill, absolument. Putain, tout ça pour ce gars-là. Merci donc Cam Reddish. On reviendra sur tous les autres joueurs, ses coéquipiers et ainsi de suite. Mais voilà, on voulait absolument faire des petits focus sur tous les nouveaux prospects et on fera un gros truc sur Sekou Doumbouya très prochainement pour vous parler de ce qu'on voit en lui, ce qu'il sera capable de faire, ce qu'il pourra s'imposer entre guillemets en NBA, c'est-à-dire avoir un rôle rapidos. En tout cas, Cam Reddish, je suis persuadé qu'il aura un rôle au vu de son talent d'attaque. Quand tu mets des paniers, normalement, tu joues. Oui, non, mais j'entends. Voilà. Bien. Après, les exigences dans le monde professionnel, les coachs, on sait que quand les mecs, ils ont la tête ailleurs, des fois, il faut être très très fort. Je suis pas sûr qu'ils sont encore très forts pour qu'on lui laisse tout passer. Voilà. Absolument. A priori, dans le top 10, 7e aujourd'hui sur ESPN. Il est 11e sur d'autres mock drafts, sur NBA Draft par exemple. Ça fait moche. Il était top 3 au début de la saison. Hein. La March Madness, quand même, ça fait et défait des carrières. Ça fait et défait des carrières. Voilà, on a fait le tour, donc on vous rappelle 3 vidéos aujourd'hui. D'abord, la conférence Ouest qu'on a complètement décrypté, les 4 séries. Ensuite, la conférence Est avec son lot de sweep, pardon, hein, puisque les séries ne sont pas séries dans cette conférence Est. Et enfin, donc, cette petite vidéo sur Cam Reddish. On vous rappelle qu'en fin de semaine, de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, non, vendredi, samedi, dimanche, c'est le NBA Crossover à Paris. Donc venez très nombreux si vous aimez la culture de la NBA, si vous voulez vous acheter des shoes ou vous faire une petite coupe de cheveux, n'hésitez pas, il y a toujours un petit barbeur qui nous régale. On sera sur place dimanche vers 13h. On fera des cocktails. Hein. Et on fera des cocktails avec Tom Cruise et on fera surtout un quiz avec vous, avec tout le monde pour savoir qui est le meilleur, celui qui a le plus de connaissances. Pas forcément nous, mais vous, c'est difficile d'en faire avec vous sinon en plateau. Bref, voilà, c'est bon, c'était bien Erwan, tu t'es régalé en ce lundi de Pâques? Ouais, très bien, je vais aller chercher mes œufs Tu vas maintenant. aller chercher tes œufs sur ta belle terrasse. Exactement. Eh bien, merci Des œufs merci de à bois, tous. par contre, hein, des œufs comme ça. Merci à tout le monde en régie, vous avez été merveilleux, hein. Bravo à notre ami Polo qui m'a envoyé des pavés pendant toute l'émission. Je ne sais même pas ce qu'il a raconté. Merci à Antoine qui est venu à l'heure. Bravo Antoine, merci à Kili, merci à tout le monde. On se retrouve dès jeudi. Salut tout Fort de France, hein, bien sûr. On se retrouve dès jeudi pour un First Day Show. Vous avez été très nombreux à kiffer le First Day Show au complet avec Wax et Steph. Et bien on se retrouvera avec Steph normalement jeudi pour le First Day Show. Merci à tous et ciao.